BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, 19h31 en ce mercredi soir, très heureux de vous retrouver. Nous sommes en direct à la radio, à la télé, bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne, avec, vous le savez, comme chaque soir, 90 minutes de tech, on est là du lundi au jeudi. Dans ce mercredi, au sommaire de ce Tech & Co, pas que des bonnes nouvelles, hein, vous allez pouvoir le constater. HP va se séparer de 10% de ses salariés, ça fait quand même jusqu'à 6000 salariés. À cause de quoi ? À cause de l'IA. Mais est-ce que c'est vraiment à cause de l'IA ? Tiens, on se posera la question. On parlera aussi de ce vieux serpent de mer qui dure depuis des années, cette étude ANSES qui est là et qui nous confirme que finalement la dangerosité du téléphone portable, elle n'est pas là finalement. On peut téléphoner en toute tranquillité. Et puis je recevrai tout à l'heure le patron d'une start-up très intéressante qui offre la vue aux robots qui s'appelle X-Ways. On vous racontera tout à l'heure puisqu'on parle de plus en plus de robotique. Il faut bien qu'ils aient des yeux, ces robots. Et bien voilà, c'est ce que fait cette start-up. Un grand merci d'être là. Bienvenue, c'est parti pour Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'actu tech avec ce soir sur le plateau de Tech & Co, Nicolas Guyon. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Le roi de l'IA, mesdames, messieurs. Et oui, il en fallait un. Animateur du podcast Comptoir IA. Merci François. Tout se passe bien ? Super bien, écoute. Tu passionnes ta communauté avec l'IA ? On a beaucoup de choses à dire. On a une actualité que j'ai du mal à suivre. Non, mais c'est vrai, mais même nous, on a l'impression de courir après les actus IA. En fait, c'est dingue. N'importe quel acteur, que ce soit Google, Anthropic, c'est la folie. Ouais. Et ça gonfle, jusqu'au jour où paf et paf. À tes côtés, mon cher Nicolas, c'est Jérôme Colombin qui est là. Salut Jérôme. Salut François, bonsoir à tous. Mon vieil ami Jérôme Colombin, journaliste, créateur du podcast Monde Numérique. Et oui, on parle... C'est le corner des podcasteurs, là. Oui, c'est vrai, c'est le corner des podcasteurs, en effet. Avec évidemment une fréquence de podcasts quotidienne. 6000 par jour. 6000 par jour, voilà, je n'arrête pas. Et nous avons aussi Didier Sens, encore un vieil ami. Ce soir, on est presque en famille, c'est cool. Salut Didier. Bonsoir. Journaliste tech, ex-journaliste tech au Figaro. Et puis maintenant, tu es là pour médiatraîner toutes les boîtes de tech qui veulent s'exprimer en fait dans les médias. Voilà ton nouveau métier. Merci d'être là, vous trois. On va commencer, donc, je disais, par cette nouvelle un peu moyenne, mais bon, c'est un peu... j'ai l'impression que c'est un peu dans l'air du temps. Hein. Et c'est vrai que la purge se poursuit donc, dans la tech. Et cette fois-ci, c'est HP qui annonce des suppressions de postes jusqu'à 6000 d'ici à 2028. Le groupe assume publiquement que cette taille dans la masse salariale est due au développement de l'IA. Erwan Morris nous explique tout ça et on revient juste après. C'est écrit noir sur blanc dans son communiqué. HP veut faire progresser la satisfaction client, l'innovation et la productivité grâce à l'intelligence artificielle. Et cela passe donc par une réduction de 10% de la masse salariale. L'entreprise, qui affiche de relativement bons résultats, ne peut même pas agiter l'argument économique. Alors c'est très décomplexé qu'elle reconnaît que ces licenciements visent à être moins chers et plus compétitifs, dans l'espoir aussi de redresser un cours de bourse qui a perdu du terrain, moins 25% depuis le début de l'année face à des investisseurs qui en ce moment ne jurent que par l'IA. Cette annonce vise à les satisfaire, comme l'ont fait d'autres groupes avant HP. Un cabinet spécialisé évalue à plus de 150 000 le nombre de postes qui ont été supprimés jusqu'à maintenant aux États-Unis en raison de la montée en puissance de l'IA. Avec ce plan, HP vise $1 milliard d'économies par an d'ici à 2028. Mais derrière ces annonces fracassantes, des chercheurs de l'université de Yale tempèrent les choses. Selon eux, à ce stade, les effets négatifs de l'IA restent faibles sur l'emploi. Alors, c'est pas la première fois qu'HP dégraisse, hein, si je puis dire. Alors, nous qui suivons l'actu-tech depuis de nombreuses années, HP, en fait, se sépare de ses collaborateurs depuis de très nombreuses années, un peu comme tous ces gros mammouths, finalement, des nouvelles technologies. Ce qui est intéressant, c'est de l'argument, et comme le disait Erwan, en étant totalement décomplexé. Voilà, c'est 10% de la masse salariale en moins, à cause ou grâce à l'IA, tout dépend de quel côté on se place. Quel est votre point de vue là-dessus ? Parce que moi, j'ai ma petite idée. Est-ce que c'est vraiment l'IA qui fait que HP se sépare de 6000, enfin, d'ici 2028, hein, c'est un maximum de 6000 employés. Jérôme. C'est un peu la question. Est-ce que c'est vraiment à cause de l'IA ou est-ce que c'est le prétexte de l'IA ? Et c'est ce que disait Erwan dans le sujet. C'est dans l'air du temps aujourd'hui, tu vois. Tu dis ça, bon, voilà.
Exactement, l'IA a bon dos, certainement. Après, c'est quand même la manifestation, le reflet d'un mouvement qu'on va voir apparaître. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, mais on est certain qu'il se passe des choses. Et c'est sûr que l'IA impacte et va impacter l'emploi. Après, ça dépend comment on voit. Alors évidemment, pour les personnes concernées, c'est pas bon, même si évidemment, elles vont retrouver du travail très vite. Il ne faut pas se leurrer. C'est aussi ça la joie du capitalisme. Pour satisfaire les actionnaires, on tire un trait sur 6000 gars, mais qui vont retrouver du boulot. Après, est-ce que tu es sûr que les 6000 vont retrouver du boulot ? C'est pas sûr, tu vois, parce qu'il y a peut-être des métiers, des métiers qui étaient simples et qui aujourd'hui... vendeur, on n'a pas fait mieux, on en a besoin. Téléconseiller, etc., support technique, c'est peut-être un peu plus délicat. Mais les vendeurs, pour l'instant, on en a vachement besoin, y compris dans la tech. Donc, c'est fait partie des métiers qui vont être impactés. Oui, c'est clair. Et c'est au niveau mondial, je crois, Didier, ces 6000 suppressions de postes. Je ne sais pas si c'est précisé, en fait. Je ne suis pas sûr que ce soit précisé, mais ils ont 150 000 employés dans le monde. Non, parce que c'est 60 000. Ah oui, 60 000. Oui, puisque c'est 10%. C'est 10%. Ils ont 58 000 employés, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ils vont en dégraisser à peu près 6 000. Ouais. Bon, je pense que la majorité, ça sera aux États-Unis. Juste une chose. C'est sur 3 ans. Ouais, c'est sur 3 ans. Ils sont censés faire des économies de, je ne sais plus combien, 1 milliard par an. Juste pour vous donner un petit ordre, enfin une petite idée. Au début des années 2000, lorsque fusionnent en fait HP et Compaq, 10% de salariés en moins. Parce qu'on peut imaginer qu'il y avait cette fusion entre Compaq et HP. Entre 2005 et 2010, allez, encore paf, 10% d'emplois supprimés. Et en fait, ça ne s'arrête pas. Il y a eu énormément de plans. Oui, mais François, derrière, ça réembauche aussi énormément. Parfois même au même poste quelques temps plus tard. J'aimerais bien voir le nombre de postes nets qu'il y avait il y a 15 ans. C'est ça qu'il faudrait savoir. Et aujourd'hui. C'est faire le différentiel. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je veux dire, la grosse inconnue dans cette histoire-là, c'est quand on parle d'IA, est-ce qu'on parle vraiment de la même chose que quand on parle d'OpenAI et de Meta, etc. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas, puisque les secteurs qui sont les plus impactés, effectivement, on a dit que c'était les secteurs traditionnels dans lesquels l'IA générative s'implante bien, qui sont par exemple l'Outline, tous ces machins-là. Mais j'ai vu qu'ils avaient annoncé aussi que ça allait concerner le secteur de la production, de la vente. Bon, c'est pas des endroits dans lesquels on met de l'IA générative, donc c'est plutôt une IA d'un autre modèle. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on aura des explications complémentaires, mais voilà, l'espèce de mélange comme ça. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en 2000, ils étaient 150 000 employés. Aujourd'hui, ils sont 58 000. Mais c'est aussi le reflet d'une chose, c'est que l'IA ne remplace pas encore, d'ailleurs, est-ce qu'elle le fera un jour, c'est pas une IA qui va remplacer un métier et donc des tas de gens qui font ce métier-là. Mais l'aspect positif de l'IA, c'est qu'elle augmente la productivité. Du coup, quand dans un service, les personnes sont plus productives, on peut considérer qu'on a besoin de moins de personnes pour faire la même quantité de travail. C'est pas uniquement du remplacement, oui, ça peut être... Ouais, c'est ça. C'est pas l'IA qui prend mon boulot, c'est l'IA qui permet aux collègues de mieux travailler et du coup, on a moins besoin de moi. On sait que ça impacte des postes sur lesquels il y a une valeur ajoutée assez réduite. Je veux dire, mettre en page des manuels techniques, par exemple, c'est pas forcément une activité qu'un humain a vraiment besoin de faire. Merci. Je pense aussi qu'en fait, il y a plein d'entreprises on parle d'IA washing, d'entreprises qui disent qu'elles font de l'IA alors qu'elles n'en font pas. Il y a un washing qui est évident sur les emplois. Et je pense que c'est des entreprises qui se préparent un petit peu aussi pour les prochaines années, pour se mettre un petit peu en ordre de marche. On sait que ça va secouer, on sait que ça va tanguer. Je suis tout à fait d'accord avec Jérôme. On a la possibilité de produire plus avec l'IA au niveau d'un collaborateur. Et en fait, on se dit, si on est un petit peu plus agile, un peu plus lean, dans les années prochaines, en tout cas, s'il y a des choses qui bougent avec les agents, ça sera plus facile pour nous. Tout en sachant qu'aujourd'hui, sur un métier, un job là dont on parle, ce job-là, on ne peut pas le faire avec l'IA.
L'IA générative ne peut pas faire un job de A à Z. Non. Donc ça c'est très clair. Donc c'est se mettre en ordre de marche. Moi, ce qui m'inquiète, c'est en parallèle. Donc ces annonces, on les voit dans la tech. On parlait de 150 000 au niveau global sur cette année sur les géants de la tech. Ce qui m'inquiète aussi pas mal, c'est de se dire qu'il y a aussi une baisse des offres d'emploi en parallèle. On parle de moins 20% d'offres d'emploi chez les jeunes en particulier. C'est pour ça quand Jérôme disait que ces gens-là, exactement. quand ils sont licenciés, retrouvent du travail, ça c'était dans un cycle, dans un ancien cycle. Et ça, on n'est pas sûr que... Avec l'IA, il y a plein de juniors qui ne sont pas embauchés parce qu'aujourd'hui, l'IA peut se substituer à l'emploi de certains juniors, en tout cas aux tâches de certains juniors. Se substituer, les boîtes qui se disent que les seniors équipés d'IA peuvent faire ces jobs-là. Après, ce que je pense aussi, hein, moi j'ai... au sommet AdoptAI hier, on m'en parlait. Sur HP, il y a une pression très forte sur la mémoire qui sont dans les ordinateurs, qui est dans les ordinateurs, et ça, on sait que ça érode les marges très fortement. Pourquoi ? Parce que tous les data centers, tous les méga projets de data centers dont on parle avec les hyperscalers, il faut de la mémoire vive, c'est obligatoire. Il faut de la mémoire, ils achètent toute la mémoire, et ça leur met une pression énorme sur les coûts, qui ne facilite pas. Parce que tu ne peux plus négocier la mémoire. Voilà. C'est ce qu'a dit Octave Klaba, non ? Justement, que ça allait grimper, et que ça allait exploser. D'autant plus que ce que dit HP en même temps qu'ils disent qu'ils vont licencier massivement, c'est qu'ils sont vraiment impactés par les histoires de droits de douane. Donc effectivement, il n'y a pas que la mémoire, il y a aussi énormément de composants qui viennent de l'étranger et pour lesquels du coup les prix sont beaucoup plus importants qu'auparavant et ça, forcément ça réduit leurs bénéfices. Et donc il faut. Et l'IA, c'est l'argument facile où tu mets, tu vois, ta pression sur les droits de douane, sur la mémoire, qui sont plus des éléments structurels qui seraient gênants, je pense, pour les analystes. Et tu habilles un peu la mariée, tu vois, sur les prochaines années. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Non, mais pour rappel, en 2000, 150 000 employés, aujourd'hui 58 000, moins 10%. Donc voilà. Mais cela étant, tu as les chiffres de HP Group ou HPE. Non, c'est HP Group. Ils ont splitté à un moment. Hein, oui. Ouais. Mais je crois que c'est à vérifier, mais je crois que c'est l'entité totale de HP. Okay. Et alors, pour en avoir discuté avec un ex haut placé chez HP, qui dit que il y a une volonté de dégraisser depuis de très nombreuses années, et tous les prétextes sont bons en fait. Et alors peut-être que l'IA est une des raisons, mais peut-être pas pour supprimer 10% des effectifs. Mais ça fait peur, parce que si ce modèle des grandes entreprises tech aujourd'hui, on parle de 150 000 emplois, c'est pas la fin du monde au niveau économique, mais si ça inspire, tu vois, cet argument IA, tout un tas d'entreprises derrière pour dégraisser dans les mois, années qui viennent, ça, pour le coup, ça peut être catastrophique, surtout s'il y a de moins en moins d'offres d'emploi. Ouais, alors après, on sait qu'il y a un phénomène, il y a une vague qui arrive, là, qui va arriver. Donc, il serait temps peut-être de s'en soucier. Hein. Il serait temps de parler de formation, de reconversion, d'adaptation. C'est pas tellement de ça dont on entend parler dans le débat public. Et c'est peut-être ça le problème aussi. C'est qu'il faudrait peut-être se saisir en vrai de ce problème, en tout cas, de ce phénomène qui arrive. Et juste pour la petite histoire, c'est amusant parce que je suis allé voir, moi, cet après-midi sur le site de HP. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la homepage, c'est la puissance de l'IA. C'est sûr que les pauvres qui viennent de se faire lourder, ils la prennent en pleine tête. Hein, la puissance de l'IA, c'est violent. Hein. Oui, parce que maintenant, c'est devenu aussi un argument de vente de leurs ordinateurs. Bah oui, évidemment. Bien sûr. Voilà pour HP. Tiens, une autre grosse boîte de tech qui licencie, mais alors beaucoup moins, c'est Apple. D'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai trouvé un petit tableau des effectifs d'Apple. Tu es très tableau ce soir. Hein. Non, mais c'est intéressant de voir les évolutions des effectifs des grandes boîtes américaines. Et en 2018, Apple avait 132 000 employés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils en ont 164 000. Donc en fait, ça va à contresens de certains géants de la tech aussi. Oui, ça accompagne aussi leur croissance, parce qu'il y a 10 ans, c'était pas la même boîte. Hein. Et évidemment, Apple a vraiment une meilleure santé qu'HP, ça c'est clair. Mais c'est quand même intéressant, malgré tout, et alors c'est anecdotique, parce que là on parle de quelques dizaines de postes, Apple va se séparer de collaborateurs. Et c'est quand même assez rare pour le souligner.
Il y avait eu une petite saignée à l'époque du projet de l'Apple Car qui avait été abandonné, mais Apple ne communique pas trop là-dessus parce que effectivement, c'est plus des réajustements, mais malgré tout, voilà, c'est des suppressions de postes au sein de son équipe commerciale, un peu partout dans le monde, notamment sur les grands comptes. Les entreprises, les administrations, les écoles et le personnel affecté au centre de démonstration destiné aux clients professionnels. Et Apple a même fait un petit communiqué là-dessus en disant écoutez, pour toucher encore plus de clients, nous apportons des changements à notre équipe commerciale qui concernent un petit nombre de postes. Et ils promettent de recaser en quelque sorte les personnes qui vont être mises sur le bas-côté dans d'autres services. Mais apparemment, ce qui pourrait se cacher derrière ça, ce serait une volonté de plus externaliser, si j'ai bien compris. Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Hein, c'est ça. Et là, on ne parle pas d'IA. Apple ne parle pas d'IA. Non, pas sur du ce tout. coup-là. Je crois qu'il y a un côté comique. Enfin, cela dit, ils peuvent pas dire que c'est de l'IA parce que vu qu'ils en font Vu qu'ils en font pas, ils ne peuvent pas sortir l'argument. Et ils vont pas ça serait dangereux pour eux, tu vois, de dire c'est de l'IA. On leur dit non, tout le monde leur tombe dessus, mais vous en faites pas depuis 3 ans. Et ils auront d'autant plus de mal à faire que, à mon avis, qu'ils ont un vrai problème avec leurs équipes IA. Là, ce que tu cites comme exemple avec le départ des gens des services des grands comptes, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement chez Apple, en fait. Ça s'est produit il y a déjà quelques années. Parce que ce n'est pas des marchés qui ont besoin d'une grande masse d'employés. Une grande équipe. Mais en revanche, ce qui est plus inquiétant, c'est les départs qu'on ne voit pas et qui sont beaucoup plus impactants. Toute l'équipe de l'IA d'Apple, alors qui a échoué, on le sait, mais ils se font recruter à prix d'or maintenant par Meta, par OpenAI, par toutes les boîtes qui sont en pointe sur l'IA. Et notamment, là, il y a 40 personnes qui sont parties, je ne sais pas si tu as suivi cette info, d'un seul coup du jour au lendemain, qui vont rejoindre OpenAI. La majorité d'entre eux vont être affectés au projet monté par Johnny Ive. Tu sais, cette espèce de device un peu mystérieux. Pareil, que personne ne sait ce que ça va être le futur de... Et je crois que même eux ne savent pas encore ce que c'est. Voilà. J'ai l'impression. Mais ils recrutent à tir-larigot et vraiment, ils ont de grands projets. Et apparemment, les gens d'Apple sont les gens qui étaient affectés donc, au Vision Pro, à l'Apple Watch et à Apple Intelligence. Apparemment, ils sont assez tentés par l'expérience de retrouver quelque chose de nouveau, de se lancer un nouveau challenge. Parce que le problème chez Apple, c'est que je veux pas m'étendre là-dessus, mais on le voit depuis plusieurs années. C'est une boîte qui fait évoluer ses produits, mais qui n'a pas qui ne fait plus le buzz autour de nouveaux produits, comme ça a été le cas à une époque quand ils ont lancé l'iPad, l'iPhone, l'Apple Watch. On n'est plus là-dedans. L'Apple Vision, c'est un beau produit, mais franchement, c'est pas le produit qui va faire waouh dans toutes les couches de la population. Ouais, mais t'es vache quand même, l'iPhone Air, c'est révolutionnaire. Et la chaussette. Ah là là, le mien, il est catastrophique. Et la chaussette de Borat. À $250, franchement. Donc c'est ce que je dis, il n'y a plus d'innovation de rupture. Je sais que tu aimes bien ce mot de rupture. Mais, et du coup, peut-être que voilà, les chercheurs qui jusqu'à présent ne voyaient pas très loin ce qu'Apple cherchait dans l'intelligence artificielle vont peut-être trouver plus chaussures à leurs pieds chez les concurrents comme OpenAI. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Didier, surtout que Sam Altman et Johnny Ive viennent de dire qu'ils avaient un prototype quand même pour leur nouveau device qui sortirait pas avant 2 ans, mais un prototype d'un device qui ferait la taille plus ou moins d'un smartphone et qui n'aurait pas d'écran. Et moi, je vois bien en fait des équipes d'Apple rejoindre, tu vois, sur du hardware, les équipes d'OpenAI par rapport à ça. On est à une époque où on a quand même un leader charismatique en la personne de Sam Altman. D'accord. Un petit peu comme Steve Jobs à l'époque. Je pense que OpenAI, c'est peut-être un peu le nouvel Apple ou le futur Apple. Ah oui, ça c'est vrai. Il est aussi désagréable que Steve Jobs en plus. Oui, c'est pas gagné quand même, ce nouveau produit. Se lancer dans le hardware quand on a une boîte de soft, c'est pas évident. Mais revenons un peu à ce qui se passe chez Apple, parce que le problème, c'est que là, il y a aussi une rupture de génération. C'est-à-dire qu'ils arrivent à une époque où le gros du staff qu'on a connu ces 20 dernières années, ils partent tous les uns après les autres à la retraite. Et derrière, l'équipe qui va prendre la relève, est-ce qu'elle aura les mêmes ambitions? Est-ce qu'elle aura les mêmes sensibilités? Est-ce qu'elle aura des projets innovants? Voilà, c'est un peu la question. Et
les départs des chercheurs en intelligence artificielle, ajoutés à ceux des équipes, des vétérans d'Apple, voilà, ça fait qu'on entre dans une nouvelle phase chez Apple. Bon. On parle aussi du départ peut-être d'une personnalité de l'effectif, c'est Tim Cook. Eh oui. Ouais, mais apparemment ça a été plus ou moins démenti. Ça. Ouais, alors en tout cas, visiblement, il y aurait deux points de vue sur ce sujet. Bon, on le saura. Après, ça doit être dans l'air. Le sujet doit être dans l'air. J'en dis pas avant mi-2026. Mi-2026. Ça peut venir vite. C'est pas très loin. Voilà, Tim Cook, 65 ans, c'est vrai que la question de sa succession se pose aujourd'hui. 12 ans chez Apple, c'est ça. Pardon ? 12 ans. Ça fait 12 ans qu'il est à la tête d'Apple. Il est CEO depuis la mort de Steve Jobs, c'était en 2011, donc ça fait plus que ça fait 14 ans. 14 ans, ouais. 14 ans, et c'était un vieux de la vieille. Il était avant à la supply chain depuis de très nombreuses années. Il fait partie des vétérans d'Apple, Tim Cook. C'est ça qui est intéressant. Les souvenirs sont bons, il me semble qu'il a bossé chez HP à une époque. Il est parti avant, au bon moment, si on peut dire. Allez, on va faire une petite pause et on va s'intéresser juste après aux résultats d'une enquête qui dure depuis 9 ans, les amis. Cette étude de l'ANSES sur la dangerosité des ondes de téléphone portable. Qu'est-ce qu'on a pu en parler de cette histoire-là ? Et vous allez voir, le dénouement est un peu tiède, finalement. Et est-ce que c'est le dénouement, en plus ? On en parle dans un instant. Tech & Co, la quotidienne, avec Nicolas, Jérôme et Didier. On revient dans une minute, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, 19h56, le retour de Tech & Co, la quotidienne. Merci d'être avec nous sur BFM Business. On est là chaque soir, vous le savez, 19h30, 21h, du lundi au jeudi, en direct, radio, TV, et puis après les replays, les podcasts qui vous attendent. Nicolas Guyon est avec nous, on parle de podcast. Ne ratez pas son comptoir IA, ne ratez pas aussi le monde numérique de Jérôme Colombin, journaliste et podcasteur. Et bien évidemment Didier Sens, journaliste tech. Messieurs, on enchaîne avec cette étude concernant la dangerosité des ondes des téléphones portables. Et c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on évoque, depuis l'arrivée du GSM finalement, on évoque parfois certaines études. Tout était parti, je ne sais pas si vous en souvenez, d'une étude qui avait été menée aux États-Unis et qui avait mis en évidence la dangerosité d'ondes puissantes de téléphones portables sur des rats. Ça déglinguait leur cerveau, enfin ça provoquait des tumeurs, etc. etc. Ça avait jeté un froid en fait quand même sur toute l'industrie de la téléphonie mobile à l'époque, tant et si bien que l'ANSES avait décidé, qui est un peu notre organisme qui régit les ondes et qui mesure en fait tout ce qui est sanitaire, non ? Tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est santé. Avec les ondes. Non, ça va au-delà des ondes. Oui, c'est la santé publique. Tout ce qui touche au sanitaire, tout ce qui touche à la santé, avait lancé en 2016 une première étude, une étude fleuve, puisqu'on a les résultats qu'aujourd'hui, ils sont tombés là. Il y a eu des rapports d'étape, quand même. Mais c'est une compilation d'études. Oui, non, c'est pas la même chose. Vas-y, Didier. Là, ils ont compilé. C'est une synthèse. C'est une synthèse d'un millier d'études qui ont été publiées. Moi, je pensais que c'était la fin de leur étude. Qui ont été publiées depuis 10 ans et ils en ont récolté 250 qui étaient emblématiques. Et ils ont fait donc le bilan de ces 250 pour arriver à la fameuse phrase « Non, votre smartphone ne vous envoie pas provoque pas le cancer ». Mais il y a toujours, c'est ça le truc, c'est que on voit que c'est quand même un sujet un peu sensible, parce que quand vous regardez un petit peu ce que tous ces scientifiques racontent, c'est que non, à ce jour, ce n'est pas démontré, mais il y a le 3 petits points derrière. Mais c'est logique. Alors, moi, je ne suis pas physicien, mais j'ai interviewé notamment un physicien il y a quelques temps. J'adore en plus interviewer les physiciens. J'adore interviewer les physiciens. Mais celui-là est très bien, je te le recommanderais. Il s'appelle Sébastien Point. Il a commis pas mal de trucs et il a le courage de dire pas mal de choses que sa communauté ne veut pas dire de peur qu'on lui tombe dessus. C'est d'ailleurs intéressant. Il y a beaucoup de... Comme la Terre est plate, par exemple Non, c'est sur les ondes, sur la non-dangerosité des ondes, etc. Il y a beaucoup de gens qui savent très bien ce qu'il en est, mais qui ne veulent pas du tout prendre la parole là-dessus parce qu'ils savent qu'ils vont se prendre des flots d'injures de la part de complotistes divers et variés. Mais juste, c'est quoi le sujet ?
Tout le monde sait, on l'a tous appris à l'école, que effectivement, tu t'approches très près d'une source d'émission, ce qu'on appelle les rayonnements électromagnétiques non ionisants. Je crois que c'est ça le terme exact. Il y a un paramètre qui est très important, c'est la puissance. Effectivement, si tu me colles une antenne très puissante près de la tête, mes pauvres tissus humains, ils vont morfler parce qu'ils vont chauffer et tu vas me casser le cerveau. Mais donc, tout est une question de puissance. Ça veut dire la puissance qu'il peut y avoir dans les téléphones, c'est la distance à laquelle on les utilise. On sait aussi que les antennes qui sont sur les toits des immeubles, elles sont très dangereuses. Les antennes d'émission des téléphones, elles sont très dangereuses si tu te colles devant à 1 mètre. Mais dès que tu t'éloignes... Sauf si tu es réparateur d'antennes. Et d'ailleurs, ces gens-là... Il y a des branches, évidemment, c'est évident. Les techniciens ont des dispositions, prennent des précautions lorsqu'ils se rapprochent comme ça des antennes. Ils les éteignent surtout. Oui, des combinaisons, enfin voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne peuvent pas les éteindre. Il y a le principe de précaution, quand même, de la part de ces techniciens. Oui, mais comme tu le dis... c'est pour ça que tu dis on sait pas, mais dans un sens, on ne saura jamais. Je veux dire, effectivement, je ne sais pas, tu as un téléphone très puissant... Tu as un micro-ondes qui fuit chez toi et tu le fais fonctionner tous les jours en le regardant comme ça sans bouger, c'est certainement pas très bon pour la santé. Donc c'est difficile à appréhender. Bien sûr que ces émissions sont peuvent potentiellement avoir un effet, mais tout dépend du contexte dans lequel elles nous touchent en réalité. Bon, Didier, t'es pas d'accord, je suis... Non, mais Non. Moi, je me garderais bien d'avoir la moindre idée. J'en ai fait des tonnes de papiers là-dessus. On a tous fait, je sais pas combien de chroniques là-dessus. Le spécialiste machin, l'association de bidule, la victime truc, etc. Avec Robin des Toits. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez des Robins des Toits? Ouais. Et alors avec à chaque C'est ceux qui nous ont retardé le Wi-Fi à Paris pendant je sais pas combien d'années ou des mois. C'est eux qui ont empêché d'ailleurs le déploiement des antennes. Avec à chaque fois des réponses différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils apportent une réponse à une question qu'on s'est modérément posée. On s'en fout de savoir si ça provoque ou pas le cancer. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Non, mais tu vois la différence? Eux, ils disent, ça ne provoque pas le cancer en l'état actuel de nos connaissances, de la science, des statistiques, etc. Mais il y a quand même des cas où il y a des gens qui sont victimes d'excès, d'exposition aux ondes électromagnétiques et qui peuvent peut-être avoir des incidences sur le développement du cerveau, les enfants par exemple, sur la fertilité, ça a aussi été soulevé à une époque. Oui, mais c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est exactement ce que je disais. Oui, mais c'est comme comment ça s'appelle, les produits de l'agriculture, là, les engrais. Oui. Bien sûr que les premières victimes... perturbateurs endocriniens, tu veux dire? Oui, non, mais vous voyez bien ce dont je veux parler. Les pauvres agriculteurs qui baignent là-dedans toute la journée, ils ont attrapé des maladies. Ouais. Mais si tu en as des pouillèmes sur des fruits que tu ne manges pas tous les jours, tu risques rien. C'est une question de mesure, mais on le sait, enfin, ça tombe sous le sens, ce truc-là. Les pesticides, voilà, je cherchais le mot. Les pesticides. Moi, je trouve ça... je sais que personne n'a vraiment envie de vivre sous une antenne de Ce qui est idiot, pardon, excuse-moi, mais sous l'antenne, tu risques rien. Parce qu'une antenne, c'est comme un parapluis. C'est en face. Quand tu es dessous, tu risques rien. Ok pour ça, donc tu peux avoir une antenne sous ton toit si tu veux, il n'y a pas de problème. En revanche, il ne faut pas que tu sortes de la maison. Ou alors quand tu sors de la maison, tu cours. Mais mais moi je pense qu'il y a une ironie là-dedans. J'entends que vous avez déjà parlé de ce sujet et j'en entends parler aussi depuis 20 ans. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on on se rend compte aussi un petit peu aujourd'hui que le plus grand risque, c'est peut-être au final sur les contenus de nos téléphones. En fait, sur les feeds auxquels on va être exposé, sur la dépendance cognitive qu'on va avoir, sur les TikTok, sur les Instagram. Ça, c'est un autre sujet. Et ça, c'est un vrai risque. C'est un risque sur la santé, c'est un risque sur le sommeil, au final, qui est plutôt à l'intérieur de nos téléphones que plutôt les ondes auxquelles on peut être exposé. Il est peut-être plus grave. Oui, c'est vrai. Ça, je trouve ça marrant. Tu as raison. Après on se souvient aussi de cette... comment dirais-je, de ce sujet un peu touchy, les opérateurs et même les constructeurs de téléphones. Rappelez-vous... La 5G
Non, mais même nous mettez des écouteurs filaires dans les téléphones, justement, pour que Oui, mais c'est ils puissent se logique aussi. dédouaner Ouais. et qu'ils puissent se dire, ben voilà, attendez, c'est pas notre faute si vous avez attrapé un cancer, parce que dans la boîte, on vous mettait un petit kit piéton filaire pour que vous puissiez passer des coups de fil loin de votre téléphone. C'était d'ailleurs les Oui, recommandations. c'était la raison. Non, mais d'accord. c'était pour Ouais, ça. c'était les recommandations du ministère de la Santé. C'était les recommandations du ministère de la Je savais Santé. Il y a eu une circulaire, c'est-à-dire que c'était même obligé pendant de très nombreuses années, c'était le cas. Après, l'Europe est passée par là et tout ça a été parce que, évidemment, ça pollue énormément à chaque fois, rajouter tous ces écouteurs qui, pour la plupart, n'étaient pas utilisés. Et donc, l'Europe a mis, a signé la fin de la récré et les constructeurs n'étaient plus obligés d'intégrer des kits piétons dans les téléphones. Non, mais c'est vrai aussi, Rappelez-vous. François, que même si les téléphones aujourd'hui sont quand même très contrôlés, il y a le DAS, le débit d'absorption spécifique, Tout à il y a des fait. normes qui sont fixées. qui est aussi pas mal discuté. Notamment sur les mesures de contrôle qui apparemment ne sont pas aussi rigoureuses que ce qu'on voudrait nous laisser croire. C'est-à-dire sur le DAS. respect des normes par les smartphones ou Non, bien la les normes manière de elles-mêmes prendre qui les seraient mesures. trop élevées. La manière de prendre Ah. les mesures. Ah, Donc, la mesure serait faussée. Oui. Non, mais de quoi? Le contrôle des appareils? Oui. Oui, donc C'est-à-dire qu'ils te mettent devant un buste comme ça, Oui. à telle distance, avec telle puissance d'onde, etc. Et qui sont rarement les endroits qui vont être les plus exposés. Voilà, c'est tout. Après, je pense qu'il y a la question du Bluetooth aussi qui est importante. On est de plus en plus nombreux à ne plus avoir des écouteurs filaires ou avoir notre téléphone à l'oreille. Enfin, moi, je téléphone avec mes lunettes, mes Ray-Ban Meta ou avec des AirPods. je Et téléphone le avec mes Bluetooth, lunettes. c'est des ondes qui sont beaucoup moins invasives, en pénétration en tout cas par rapport Ouais. Et puis à la boîte crânienne, au cerveau. Le Bluetooth, c'est beaucoup moins dangereux Et puis- qu'un GSM qu'on colle à Et l'oreille. beaucoup moins puissant aussi, parce Beaucoup que c'est la Bien puissance. sûr, qui est Sauf qu'au importante. début, les Question de premiers puissance. écouteurs, alors je m'excuse, mais à chaque fois, les premiers écouteurs Bluetooth qu'il y a eu, qui n'avaient pas été créés à l'époque, il y avait Samsung qui avait lancé ces trucs, mais il y avait une autre boîte avant qui en avait lancé un. Et il l'avait passé justement au contrôle de DAS et le machin. Il avait explosé. les trucs parce qu'il y en avait de partout, quoi. Donc il y a un vrai savoir-faire pour. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Il faut pas que les produits soient défectueux. Il faut qu'ils aient Parce qu'en fait, il y avait deux problèmes. Il y avait les émetteurs, donc les bornes 3G, 4G, 5G qui sont dans les villes, et le fait d'être à côté, on dit que c'était pas bien. Et puis il y avait aussi le téléphone. Et ce qu'on dit toujours, c'est qu'il vaut mieux ne pas passer un coup de fil avec son smartphone posé sur l'oreille si vous avez qu'une barre de réseau. Parce que, et c'est la logique, si Bien vous sûr. êtes loin d'un émetteur, votre téléphone, si vous avez une barre de réseau, ça veut dire que l'émetteur est à plusieurs centaines de mètres ou plusieurs kilomètres. Donc il va être obligé d'envoyer la patate pour joindre l'émetteur qui est de l'autre côté. Donc, et là, vous, votre oreille et votre cerveau, il va recevoir beaucoup plus d'ondes. Bien sûr. Et c'était le paradoxe d'ailleurs des le message des opérateurs qui disait plus on met d'émetteurs dans une ville, moins c'est dangereux, parce que finalement le téléphone émet moins parce qu'il va avoir des émetteurs partout. Alors que si vous n'en avez pas beaucoup, il va être obligé d'envoyer la patate. Oui, c'est là que c'est sauf que dangereux. là, dans ton cas de figure, il n'y a que l'utilisateur qui est victime. Hein, tandis que si tu mets des antennes partout, il peut y avoir potentiellement plus de public. Non, mais il y avait en touché. fait, ils voulaient faire un maillage avec des émetteurs qui étaient assez faibles. En fait, ils préféraient avoir un maillage très dense et ne pas mettre la patate, si Oui, ça tu veux, c'était pour avoir... c'était l'argument de SFR, je me rappelle, parce qu'ils n'avaient pas les bonnes technologies. Ben voilà. Eh bien, zut, Ils sont aussi parce que je me suis fait avoir. les pauvres opérateurs, parfois, ils sont face à des communes et autres qui leur disent « Ah, mais nous, on n'a pas de réseau, c'est pas normal, on est en zone blanche, mettez-nous, pourquoi on n'a pas de réseau ?»« Ok, on va vous mettre des antennes. »« Ah non, pas d'antennes. Hein. Maintenant, ils les Mettez-les planquent chez les dans voisins. des faux sapins, tu sais, les antennes. Oui, c'est ça. 5G. bien sûr. Ouais. C'est vrai, des faux sapins, des faux Enfin, ça palmiers. n'atténue pas les ondes, hein, c'est purement esthétique. Oui. On est d'accord. C'est Mais clair. c'est pas mal. Enfin, c'est rigolo quand même, une étude Oui. Voilà, qui en fait des tonnes, juste pour dire, vous savez quoi, il n'y a pas de risque. Alors, vous savez c'est- déjà. Juste pour la petite histoire, l'OMS avait dit la même chose l'an dernier. Hein. Mais bien sûr, Ouais. mais ça fait des années qu'on dit la même chose. Mais derrière ça aussi, c'est le problème de l'électrosensibilité. Les gens qui disent, mais moi, ça me provoque des choses parce que j'ai une physiologie spécifique. Et ça, c'est pareil. Je suis désolé pour les gens qui pensent souffrir de ça, mais on n'a jamais prouvé qu'effectivement, Mais si le- il y a eu des si tests le en mec te double dit ça me rend aveugle. malade, Mais qui te prouve, et Mais y causalité a pas- n'est mais pas... c'est pas la question. Corrélation n'est pas causalité, cher ami. C'est pas parce que il est malade
malade parce qu'il avait des téléphones à côté, déjà, ça ne prouve pas que c'est le téléphone qui est à l'origine de sa maladie. Ensuite, quelle est la maladie? Les tests qui ont été faits, il y a des tas de tests qui ont été faits en double aveugle, etc. On s'est aperçu que quand on mettait le réseau ou quand on le coupait, les gens, oui, pour la plupart, ça ne changeait rien. À une maladie psychosomatique. Du coup, c'est une maladie plutôt psychosomatique, mais il y a quand même, stress ou autre. Mais il y a quand même eu des expériences, je me rappelle très bien en avoir relaté une, où le médecin a dit, moi, je ne me prononce pas. C'est normal, le médecin, c'est pas son boulot de se prononcer sur les émissions des ondes. Non, son boulot, c'est de soigner quand les gens c'est sont malades. inexplicable, voilà, le cas de cette personne, donc je ne me prononce pas sur le fait que ce soit des ondes électromagnétiques qui l'amènent dans cet état-là. Et c'était toutes les ondes électromagnétiques, là on ne parle pas que du mobile, on parle du Wi-Fi aussi, qui était, il y a des gens, enfin... Il y a des gens qui disent que... Des gens qui ne veulent pas avoir de Wi-Fi à la maison, alors qu'ils ne veulent pas, mais qui ne peuvent pas parfois aussi, parce qu'ils se disent électrosensibles, voilà. ça les rend malades. Bon, après... Mais ce n'est pas prouvé, enfin il faut le dire, c'est pas vrai. Non, c'est pas prouvé. Alors c'est pas que c'est pas vrai, c'est pas prouvé si tu veux. Le problème, Jérôme, c'est tout de suite. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça. Parce que finalement, peut-être qu'on n'est pas allé au bout d'une étude et qu'on n'a pas les outils aujourd'hui. Non mais attends, t'as déjà vu la Terre ronde en vrai? Tu l'as déjà vu en vrai ronde? Ça n'est pas plate la Terre. Bon, ben voilà, exactement. Je l'ai pas vu de mes yeux, donc je suis pas tout à fait sûr. Qui prescrivaient, tu sais, les rouges à lèvres à base d'uranium dans les années 50. Mais non, pas du tout. Personne n'a jamais prouvé que l'uranium était posait le moins de problèmes. Et slip chauffant. Mais moi, je veux bien, si tu téléphones 10 heures par jour avec un téléphone détraqué qui chauffe trop, oui, tu vas avoir des problèmes. Et il ne faudra pas être surpris. Mais dire que tous les smartphones du paysage vont provoquer des maladies pour tout le monde, c'est faux. Oui. C'est tout. D'ailleurs, on va rebaptiser le podcast de Jérôme, c'est Ondes numériques maintenant. C'est pas ondes numériques. Les bonnes ondes numériques. Parce que c'est un spécialiste, hein, vous avez vu, quand même. Mais c'était intéressant de voir que finalement, voilà, la science n'a pas la réponse à tout. En tout cas... Bah si. Là, elle te dit que c'est pas le truc qui provoque les maladies. Non, en l'état actuel des connaissances, c'est très clair. Mais c'est quoi l'état actuel des connaissances? Attendez, on va repartir. J'ai remis une pièce dans le jukebox, là. Non, on va enchaîner, parce qu'on va pas s'en sortir. Ça veut rien dire en l'état actuel. Mais si, ça veut dire que, compte tenu de l'échantillonnage qu'il y a eu, des études qui ont été faites, des moyens de mesure qu'ils ont... Mais attends, les voitures thermiques ont beaucoup plus de chances de provoquer, ça on le sait, des maladies, ça on le sait, qu'elles provoquent des maladies pulmonaires, etc. Mais bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, c'est un fait. Alors, je veux pas... Voilà. Hein, je dis ça pour les gens qui roulent encore en faisant avec des gaz d'échappement. Bon. Je pourrais remettre une pièce dedans, mais alors, vous savez, elle est là, la pièce. Hein, elle peut glisser dans le monnayeur. Mais je ne vais pas le faire parce qu'on a un autre sujet très intéressant. On va parler d'espace et d'Europe. Et croyez-moi, ça aussi, c'est pas très gai. Il faut savoir que l'Europe spatiale s'est réunie aujourd'hui à Brême, l'Allemagne qui accueille donc les ministres des 23 États membres de l'Agence spatiale européenne pour décider du programme d'investissement pour les 3 ans qui viennent. Alors, c'est l'exploration, les observations, les lanceurs, les communications. En fait, il s'agit de définir les priorités et l'ESA espère parvenir à collecter une 20aine de milliards d'euros. Jean-Baptiste Huette, notre expert aéronautique, nous raconte tout ça tout de suite. Sans argent, vous pouvez être aussi intelligent que vous le souhaitez, vous n'irez nulle part. Le patron de l'Agence spatiale européenne n'a plus le temps pour les formules diplomatiques. À l'heure où le spatial est devenu vital pour l'observation, la défense, les télécoms, l'Europe décroche. Le diagnostic est connu. L'Europe ne pèse plus que 10% des dépenses spatiales mondiales, contre 60% pour les États-Unis et 15% pour la Chine. L'écart se mesure au quotidien. SpaceX a 7000 satellites en orbite pour Internet, l'Europe 650. Ariane 6 est une fusée fiable mais pas réutilisable. À Brême, on va parler lanceurs, observation de la Terre, programme Iris-Carré, la future constellation sécurisée, plus un nouveau programme très attendu, European Resilience from Space, destiné à protéger les infrastructures spatiales, un enjeu stratégique. Côté budget, justement, l'Allemagne devrait mettre sur la table 5 milliards d'euros, l'Italie 4 milliards et la France environ 3 milliards et demi, nettement moins que ce que réclame l'industrie. Mais en France, plus qu'ailleurs, les budgets sont sous contrainte. Voilà, peut-on rattraper ce retard qu'accuse aujourd'hui l'Europe dans le domaine du spatial? C'est d'autant plus rageant et fâcheux qu'il y a encore quelques années, on était les leaders dans le domaine du spatial. Et puis un Elon Musk est arrivé par là, il a tout reseté, tout remis à zéro. Tout le monde a rigolé. Avec Starlink, les ingénieurs d'Ariane rigolaient de ce lanceur qui était réutilisable et maintenant ils rigolent moins. Et on se retrouve dans une situation... Alors,
heureusement, on a Ariane 6, qui est un bijou de technologie, mais qui se désintègre quand elle a terminé sa mission, si tu veux. C'est ça le souci. Et donc, on est en train de construire l'avenir et de voir quelle stratégie on peut mettre en place pour l'espace de demain, l'espace européen de demain. On est super en retard. Puis même sur le concept, regarde, si on parle des satellites télécoms, effectivement, il a réussi à faire un truc avec SpaceX avec comment ça s'appelle, Starlink, qui est incroyable. Là, j'ai l'impression, en France, il y a un projet européen pour faire des satellites de communication, peut-être assez rapidement. Avec OneWeb, c'est Iris 2, non ? C'est ça ? Iris carré. Mais ce ne sera pas la même chose. Bon, enfin, on verra. Peut-être après. Il y a peut-être plein de choses encore à inventer au niveau de l'espace. Et puis rappelons qu'Ariane 6 va être le lanceur officiel de Kuiper, d'Amazon, qui s'appelle maintenant Léo. Voilà. Ouais. Donc, mais c'est pas la même logique. Qu'est-ce que tu veux ? D'un côté, c'est l'espèce de fou là, qui a réussi à gratter des centaines de milliards pour faire son rêve, pour mener à bien son rêve. Et de l'autre côté, on a des institutionnels en costume qui se réunissent pour faire une planification sur 15 ans pour un truc qui va changer en cours de route. C'est avec pas 28 signatures à chaque fois. Voilà, c'est ça. Et en plus, dans une situation où on a plein de problèmes et pas d'argent. Donc là, 20 milliards, il faudrait. 20 milliards à rapporter à SpaceX, entreprise privée, mais soutenue évidemment par le gouvernement américain. Mais SpaceX, la valorisation de SpaceX, aujourd'hui, c'est 400 milliards de dollars. Une entreprise privée, les 20 milliards par rapport à ça, c'est pas énorme. Ça, je pense que ça fait un peu peur. Et, de toute façon, c'est la part aussi des lancements européens par rapport aux lancements américains, lancements chinois. Les Américains, 50% des lancements mondiaux. Les Chinois, 25%. Et le reste, nous, on est à quelques pourcents. Mais c'est la même histoire que pour l'intelligence artificielle, c'est la même histoire que pour les robots, c'est la même histoire pour le cloud, pour le cloud, pour l'informatique, pour les processeurs. L'Europe, je pense, moi, qui... Alors après, je ne sais pas si on aura le temps de parler des robots après, mais... On en parlera après. Ouais. Je pense qu'on aura le temps. Mais je pense qu'il y a un phénomène aussi sur toutes ces technologies où on a beaucoup de retard, mais en même temps, les technos deviennent matures. Et ce qu'on voit, c'est aussi un phénomène, c'est que ça devient, en tout cas je parle pour les smartphones, les ordinateurs, pas encore pour les fusées ni les satellites, mais ça devient un peu des commodités. Donc c'est du banal, ça coûte de moins en moins cher. Un smartphone, ça coûte plus rien. Enfin, il y a des smartphones qui coûtent plus rien et à fabriquer et à la vente, etc. Y compris aussi, on voit un peu donc on en parlera des robots. Et je sais pas, peut-être que c'est là où peut-être que l'Europe pourra peut-être bénéficier à terme de certaines choses qui vont complètement se démocratiser. On sera obligé, tu me diras, d'acheter des technologies qui seront pas 100% européennes. Mais on y trouvera peut-être notre compte malgré tout un jour ou l'autre. Ah mais tu vois, avec les droits de douane, la souveraineté, bien sûr, les droits de douane, tu sais comment c'est. Les Chinois, il se peut qu'ils refusent de nous vendre des robots, tu vois. Non mais je te dis pas que ça va se faire après-demain. Où les Américains peuvent le véritable enjeu, très long terme. Le véritable enjeu, c'est qui peut occuper l'espace. Parce qu'en ce moment, on voit effectivement des myriades de milliers de satellites qui décollent tous les jours et qui tournent autour de la Terre. Qui occupe l'espace, C'est grand, hein. Pardon ? C'est grand l'espace. Ouais, mais je veux dire, qui occuper l'espace, c'est pas seulement physique, c'est aussi qui imposent leurs lois, les règles, les législations, les protocoles de communication, etc., etc. Et ça va beaucoup plus vite du côté des investisseurs privés. C'est ça, en fait, la grosse différence. Bien sûr. C'est que d'un côté, on a des institutionnels, de l'autre, on a des capitaux privés. Et là, donc ça va tellement vite qu'effectivement, l'ESA et les pays européens qui participent à ces programmes spatiaux, ils se font larguer pas seulement en termes commerciaux, mais aussi en termes technologiques, en termes de régulation de l'espace, de qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'il y a d'autres débouchés possibles. Moi, je sais que l'une des interrogations qui vont se poser, c'est assez intéressant, c'est est-ce qu'on en reste à faire uniquement du spatial civil, ou est-ce qu'on commence à mettre un pied dans le spatial militaire ? Parce que on ne va pas se cacher, le contexte géopolitique actuel est un peu incertain. Bien sûr qu'il faut. Et donc, il y a forcément une voie à explorer qui serait de bénéficier de réseaux de satellites de surveillance, de télécommunications pour les armées, etc. Et c'est peut-être là que ça va aboutir, cette réunion de Brême.
Autre sujet lié à l'espace que je voulais qu'on évoque, c'est cette invention folle que l'on doit à une start-up américaine, encore eux, qui s'appelle Longshot. Pour lancer les satellites, aujourd'hui, on doit avoir des fusées. Et bien, eux, ils se sont dit, mais les fusées, c'est boring, quoi. C'est trop 2025. Il faut qu'on trouve un truc. Et ils se sont dit, bah tiens, pourquoi pas inventer un canon à satellite ? Et alors, au début, on se dit, mais c'est impossible. Et en fait, visiblement, sur le papier, ça pourrait marcher. En fait, ce sont des satellites qui seraient propulsés dans un canon par du gaz. Bon, le seul problème, c'est que le tube du canon fait 10 km. Donc, c'est pas anodin. Il doit faire. Il doit faire 10 km pour avoir assez de puissance, si vous voulez, pour lancer le satellite. Alors, évidemment, ce n'est pas des satellites géostationnaires, mais c'est des satellites... À Mach 23. À quelques centaines... Voilà, non, mais... C'est ça, Mach 23 la vitesse. Mach 23. Ouais. En fait, c'est un peu comme au lieu de lancer un boulet de canon, ben, on lance un satellite. Voilà. Et le truc, il est propulsé, et avec la puissance, il arrive à monter à plusieurs centaines de kilomètres pour atteindre son orbite. C'est dingue, cette histoire. C'est complètement incroyable. Vous vous rendez compte ? Mais il paraît que l'idée est très ancienne. Le principe, Jules Verne, exactement. Jules Verne, ouais. Mais lui, il voulait mettre un homme, je crois. Hein, et donc là, c'est un peu plus compliqué. Parce que le problème, c'est que la matière se désagrège à cette vitesse-là. Donc il faut prendre un gros truc. Enfin, ce qu'on va envoyer, si j'ai bien compris, il faut le mettre dans un gros caisson. Oui, qui va comme un emballage, quoi. Voilà, qui va se désintégrer pour qu'à l'arrivée, il n'y ait plus que le satellite qui parte. Ouais, et puis il ne faut pas se tromper, quoi. Il ne faut pas que ça désagrège trop vite. Ouais. C'est un truc de dingue. Bah, il faut quelques calculs à faire. Mais... Bon, il n'y a peut-être pas grand-chose à dire là-dessus, mais je trouvais dingue cette idée de canon. C'est génial. Je pense qu'il faut penser en dehors du cadre. Elon Musk nous l'a prouvé avec ses fusées réutilisables. C'était déjà quelque chose. La Longshot, c'est extraordinaire. Et ça a déjà été testé. Hein. Il y a déjà ils ont un proto, objet il y a un objet qui a été envoyé avec ce mécanisme qui est passé dans ce qu'on appelle l'espace. Eux, ils ont un proto. Moi, j'ai vu la vidéo YouTube sur la personne qui fait ça, un Américain qui est génie, qui fait ça dans son garage. Franchement, c'est extraordinaire. Il faut l'écouter parler. Parce et attention, par contre, évidemment, il sait très bien aussi que, enfin, il y a un danger parce que on peut fabriquer des armes aussi avec cette technologie. C'est ce qu'il dit. Il dit que si ça marche pas pour faire ce qu'il veut faire, il donnera les trucs à l'armée. Ouais, mais alors c'est le même qui explique que l'idée lui est venue tout simplement et il dit mais il y a plein de bonnes idées à les piocher. Vous savez où ? Chez les Allemands. Chez les nazis, qui n'ont pas tout réalisé, heureusement, mais qui faisaient plancher tout leur gros cerveau et qui ont plein de bonnes inventions qu'on peut aller leur piquer. Alors, ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça que, en fait, cette idée est creusée, c'est que le coût au kilo de l'envoi d'un satellite n'est plus du tout le même. Aujourd'hui, avec un satellite genre SpaceX, ça coûte 3 000 € le kilo. Et là, avec leur système, 10 €. Allez, paf. Donc, effectivement, ça passe. Mais les coûts d'infrastructure de ce machin-là, franchement, 10 km de tuyaux avec du gaz sous pression. Et puis 10 km d'altitude, je vous rappelle que c'est l'altitude à laquelle les avions volent. D'altitude, de longueur. Pas forcément en altitude. Il faut bien qu'il soit pointé vers le ciel, d'après non ? le schéma, c'est une pente inclinée comme ça. Mais bien sûr, c'est plus logique. Tu prends une boule, tu n'as pas besoin de partir comme ça. Tu pars comme ça. En plus, tu dois pouvoir jouer un peu. Mais il faut quand même monter en altitude. Oui, mais il n'y a pas 10 km de haut. D'accord, mais il ne faut pas qu'il y ait d'objets volants tout autour. Non, mais tu peux faire ça que dans le désert. C'est sûr qu'il faut bien calculer la trajectoire. À quelle heure vous le lancez, là ? Parce que c'est pas bon. Allez, il nous reste 4 minutes. J'aimerais qu'on évoque aussi les robots, parce que c'est un sujet que Jérôme nous a proposé, qui est très intéressant. L'idée, c'est de voir que, on accélère avec ces robots, alors humanoïdes ou non. Et tu voulais nous parler, en fait, de Agibot, mais aussi de Memo. Ouais, mais je peux même d'autres si tu veux, parce que en ce moment, ça n'arrête pas les présentations de robots. Ceux qui ont la force suffisante pour écraser le crâne d'un homme. Oui, ça c'est horrible. Hein. C'est un type de chez Figure qui apparemment... il s'est fait virer pour avoir dit ça. Ouais. Wow. Parce qu'ils se sont rendus compte que l'un de leurs robots était était trop fort en fait. Et il pouvait écraser le crâne d'un homme. Non, c'est pas la même boîte. Terminator. Agibot, c'est un robot chinois qui a marché pendant 56 heures. Ah oui. Donc pendant 3 jours. Ça, plus de 1000 km. Il est parti de je ne sais plus quelle ville. En Chine, il est arrivé à Shanghai sur le Bund. Là, 100 km. Très bon. Combien 1000 km. Bah ouais. Non, moi j'avais entendu une centaine. Non, c'est 100 km. Ah pardon. Vous voyez, donc j'ai oublié mon téléphone dans ma voiture, donc j'ai pas mes notes.
Du coup, je rajoute tu vas des te zéros. dire à ton robot d'aller le chercher. Du quand coup, même. je rajoute des zéros. J'ai pas de robot, malheureusement. Ouais. Non, Il c'est 100 doit faire km. plus de 10 km par heure. Ce qui est déjà incroyable, parce qu'un humain ne peut pas marcher 100 km d'un coup. Non, mais alors, un humain ne peut pas changer. Alors, un humain, il a mal aux pieds, il a mal aux jambes, etc. Et puis, Lui, il n'a pas tout ça, mais il a un problème de batterie. oui, d'un problème évidemment. de batterie, en effet. Sauf que l'astuce, c'est qu'il change sa batterie. Sans s'arrêter. Exactement. Ouais, il a changé 16 fois sa batterie. Ouais, c'est génial. C'est génial, ouais. Mais les Là, c'est un peu comme si nous, on buvait c'est à mi-parcours, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Le ravitaillement. C'est ça, le ravitaillement. C'est génial parce qu'avant, tu dis on buvait, mais nous, on sait boire tout seul. Mais imagine si on devait nous faire boire. Bon, c'est le problème du robot, c'est que jusqu'à présent, il fallait une intervention extérieure pour le ravitailler. Là, il se débrouille, il swipe lui-même ses. Ah oui, il a ses petites batteries dans son sac à dos. Ouais. Ah d'accord. Mais les Chinois sont incroyables par rapport à ça, parce que c'est les seuls à faire ces tests dans la vie réelle. Il y avait des courses, des Olympiades un petit peu organisées avec les robots. Il y a eu un marathon. Courir Ils ont fait un marathon. Marathon. On les a vus danser aussi, les robots chinois, sur des spectacles de danse traditionnelle chinoise. Il n'y a aucun autre pays dans le monde où on voit des robots qui sont à qui on propose des épreuves comme celle-là. Mais c'est j'allais dire une cause nationale, ça s'appelle pas comme ça, je crois, mais ça fait partie, c'est un ordre du parti, hein, de toute façon, de se mettre en ordre de bataille pour les. C'est étonnant parce que robots. c'était le Japon qui était le plus en pointe il y a encore 20 ans, et maintenant c'est fini. Hein. Mais je pense que c'est boîtes aussi de un robots grand plan, et la vision, c'est aussi de se dire, face au déclin démographique, c'est l'IA, la robotique, qui peuvent nous sauver ces populations dans quelques années. Et la robotique humanoïde, elle a fait un chemin là, à toute vitesse ces dernières années. Et juste un mot, si je puis dire, j'ai interviewé aussi pour Monde Numérique il y a quelques jours des gens de Capgemini qui sont en train eux aussi de préparer un robot avec, comment on s'appelle, c'est Orena, bref, pour aller intervenir dans les centrales nucléaires. Déjà, c'est pas la même chose que les Chinois qui nous montrent des robots qui vident le lave-vaisselle. L'application n'est pas la même. Et en fait, ce robot, c'est quoi ? C'est un robot chinois. C'est le G1 de Unitree, mais ils l'ont acheté brut. Et ils vont mettre de l'intelligence et ils sont en train de le programmer. C'est des mois de travail. En fait, c'est comme si tu achetais un squelette. Exactement. Et son cerveau, lui, est souverain et, tout à fait, on va dire, sécurisé et donc, développé par des Européens. Ils ont créé plusieurs équipes, un pour la vision, un pour la marche, un pour les mouvements, etc. Et ils sont en train de l'éduquer, de lui apprendre à faire toutes ces choses-là, donc de travailler toute la partie logicielle. Et j'en reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, ce qui est que finalement, alors pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils achètent un robot chinois ? Parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y en a pas en Europe qui soit à ce niveau de développement. Donc on est un peu obligé d'acheter du hardware et on lui met de l'intelligence. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est et la souveraineté dans tout ça ? Eh bien, voilà, on s'accommode de quelque chose qui n'est pas encore devenu une commodité, les robots, mais qui le deviendra certainement. Et on y met tout le jus de crâne, qui nous correspond. Et maison, quoi. Exactement, avec nos besoins, avec nos technologies, avec notre éthique aussi, parce qu'il va falloir en parler quand on programme des robots. Donc, toutes ces règles, et c'est une manière de s'approprier et malgré tout de respecter un peu la souveraineté numérique. Didier, avec des machines qui viennent d'ailleurs. Non, du moment qu'ils respectent les trois lois de la robotique, ça me va, quoi. Oui, mais enfin, ces trois lois qui n'ont rien de scientifique, c'est de la littérature. Oui, les trois lois d'Asimov. C'est très sympa, mais voilà. Bah, elles sont quand même intéressantes. Non, elles sont intéressantes, mais enfin, c'est pas la loi de Moore et c'est pas la loi des émissions. Je pense qu'il y a une urgence à réindustrialiser, en Europe, sur la robotique. C'est hyper important. On parle beaucoup d'IA, il faut penser au coup d'après, c'est la robotique. Les Chinois, ce qu'ils sont en train de faire, moi j'ai lu ça récemment, on parle d'un marathon de l'industrialisation de la robotique. C'est là-dessus qu'ils se sont engagés, les Chinois. Et je pense que niveau souveraineté, c'est essentiel de penser à ça. Merci à tous les trois. C'était super, franchement. Jérôme Colombin, merci. Merci. Journaliste, créateur du podcast Monde Numérique. Nicolas Guyon, animateur du podcast Comptoiria, et merci à Didier Sens. Merci. Journaliste tech, et vous restez avec nous, on a encore une petite demi-heure de Tech & Co sur BFM Business, avec au sommaire, si on parlait de robots, leur donner la vue, et bien voilà une
innovation française. On va découvrir ça avec X-Ways dans quelques instants. Et puis notre rendez-vous tech et ciné avec Xavier Perret qui nous rejoint comme chaque mois. Et on parlera de l'IA dans des films mythiques comme Star Wars et Interstellar. Une IA qui est très bienveillante et qui finalement ressemble un peu à celle de ChatGPT. Voilà le sommaire. Vous restez avec nous dans un instant, juste après cette petite pause. C'est Léa Benaïm qui nous rejoint pour le Tech Flash. Merci d'être avec nous. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. 20h31 sur BFM Business. Un grand merci d'être là. Merci de regarder, d'écouter Tech & Co chaque soir. Il est temps de retrouver maintenant le Tech Flash, un condensé de l'actu tech du jour. Et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, ChatGPT et Copilot vont bientôt devoir quitter WhatsApp. Meta change les règles de sa messagerie et interdit désormais les chatbots concurrents. Seul Llama restera accessible. Une façon pour Meta de pousser son IA maison qui peine encore à trouver son public. Cette nouvelle règle entrera en vigueur le 15 janvier. Également dans l'actualité, HP taille dans ses effectifs jusqu'à 6000 postes supprimés d'ici 2028, soit plus de 10% de sa masse salariale dans le monde. En parallèle, le géant américain lance un plan pour promouvoir l'IA en interne, avec pour ambition d'économiser $1 milliard par an. C'est la première fois qu'un poids lourd du secteur assume publiquement remplacer certains postes par l'intelligence artificielle. Et puis Elon Musk, ça faisait longtemps. Pensait pouvoir mettre la pression sur les régulateurs européens. Eh bien, c'est raté. Et oui, sur X, Tesla a annoncé l'arrivée de son système de conduite autonome, le FSD, dès février en Europe. Et ce, sans validation officielle. Un coup de force qui a entraîné un recadrage public. L'information a été immédiatement démentie par les régulateurs qui demandent au passage aux fans de Tesla d'arrêter le harcèlement en ligne. Toujours dans l'actualité auto, c'est au tour de Bolt de se lancer dans l'aventure des robots taxis. La plateforme estonienne de VTC va déployer son propre service en Europe en partenariat avec le géant chinois Pony.ai. Les premiers tests sont prévus l'année prochaine avant un déploiement dans plusieurs pays européens d'ici 2027. L'objectif pour Bolt, ne pas se laisser distancer par ses concurrents Uber et Lyft qui lanceront leur premier robotaxi dans les prochains mois. Et enfin, Disneyland Paris a dévoilé son premier robot humanoïde. Il s'agit d'Olaf, la star de la saga La Reine des Neiges. Il est trop mignon. Il est vraiment trop mignon, mais je suis à deux doigts d'avoir la musique dans la tête là. Il est doté d'IA, il est capable de se déplacer de manière totalement autonome et d'interagir avec les visiteurs. Il peut cligner des yeux, sourire et même parler. C'est d'ailleurs Nvidia qui a fourni la puissance de calcul. Sa présentation officielle est prévue pour le 29 mars à l'occasion du lancement du nouveau parc dédié à la Reine des Neiges. Libéré, délivré, tout ça. Ouais, voilà. Ça y est, on va l'avoir dans la tête pour toute la soirée. Mais je vais vous en mettre une autre de musique dans la tête, c'est celle de Stranger Things, la saison 5 qui sort demain en France sur Netflix. Et pour l'occasion, je vous donne rendez-vous. Cette nuit, précisément. Cette nuit à 2h du matin. À 2h du mat. Voilà, exactement. Et pour l'occasion, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Tech & Co pour un épisode suivant, une émission présentée par Clément Le Saffre, qui est justement dédiée à cette 5e saison. Et on écoute tout de suite un extrait. Quelques chanceux ont pu voir le tout premier épisode d'hier soir lors d'une avant-première au Grand Rex. J'ai vu quelques images, Salambo. Toi, tu y étais, ça avait l'air assez fou comme ambiance. Raconte-nous un peu. Une très bonne surprise, mais on s'en doutait un petit peu. Ouais. On retrouve ces personnages qu'on aime beaucoup, mais ils sont dans une situation un petit peu différente. Je lisais une interview des créateurs qui disaient que, contrairement aux saisons précédentes, là, les personnages sont déjà dans une problématique. C'est-à-dire que les saisons d'avant, ils commençaient la saison avec une petite vie un peu tranquille. Et puis, c'était soit la rentrée, soit autre chose. Voilà. Et puis, il y avait un élément déclencheur qui faisait rebasculer la série dans le fantastique. Là, le fantastique, il est déjà là, puisque à la fin de la saison 4, Hawkins est tombé aux mains de Vecna, et donc il y a des immenses brèches qui se sont ouvertes dans la ville d'Hawkins. Donc forcément, ça change un peu leur quotidien. Mais nos héros, évidemment, ne se sont pas laissés faire, et donc ils ont des petites stratégies, on va dire, pour essayer de combattre Vecna. Je ne vous en dis pas plus.
Voilà, épisode suivant, donc à retrouver sur la chaîne YouTube, bien sûr, de Tech & Co, pour découvrir les premières images de cette série tant attendue, Stranger Things. 20h36, on va parler robots. Comment donner la vision aux robots ? Bien, une start-up française qui planche sur le sujet. On la reçoit tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. Et j'accueille sur le plateau de Tech & Co Hassan Bouchiba. Bonsoir Hassan. Bonsoir François. Merci d'être avec nous, cofondateur et président d'Xways. Xways qui est spécialisé dans tout ce qui touche, on va dire, au radar, au lidar. Vous tirez profit de toutes ces données qui sont fournies par ces capteurs en quelque sorte, et vous arrivez à agréger toutes ces données. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites et qu'est-ce que Xways ? Déjà, merci beaucoup de me recevoir sur ce plateau ce soir. Plaisir, un vrai plaisir. Donc nous, en fait, à Xways, on développe un logiciel embarqué qui permet de faire du guidage de robots mobiles autonomes, de véhicules autonomes. Et en fait, nous, on s'appuie sur les données que produisent les capteurs lidar qui sont sur ces véhicules-là. Okay. Et nous, en fait, notre logiciel qui fonctionne grâce à notre innovation qui s'appelle Xways Slam, interprète cette donnée et permet de faire à la fois du positionnement en temps réel, c'est-à-dire calculer la position du véhicule très précisément, et en même temps de créer des cartes de son environnement. Et en fait, la magie de cette technologie-là, c'est qu'en fait, on se sert de la carte pour raffiner le positionnement, et on se sert du positionnement pour mettre à jour la carte. Ça, c'est on va dire la spécificité du lidar, en fait, qui est même aujourd'hui sur des robots aspirateurs. Et on le voit, moi j'en ai un, il me mappe en fait toutes les pièces qu'il est en train de visiter, et il arrive à faire ce mapping. Mais j'imagine que vous allez plus loin, en fait. Alors, c'est une très bonne analogie. En fait, sur votre robot aspirateur, vous avez un lidar 2D, donc avec une seule fibre laser, et dans un environnement relativement simple, c'est-à-dire c'est un environnement borné, c'est l'intérieur d'une maison. Nous, en fait, on développe la prochaine génération des mêmes algorithmes qu'il y a sur votre aspirateur. Votre aspirateur, il embarque une technologie dite de SLAM. SLAM, c'est l'acronyme de Simultaneous Localization and Mapping, ou localisation et cartographie simultanée. C'est la gamme d'algorithmes que nous, on développe. Okay. Et nous, en fait, on développe la prochaine génération, ce qui va permettre de passer ces algorithmes-là sur des lidars next génération qui vont en 3D, donc plus seulement avec une seule fibre laser, mais avec plusieurs fibres laser, et puis de déployer des robots et des véhicules autonomes dans des environnements industriels comme des usines, des entrepôts, des ports ou carrément des villes. Incroyable. Alors, vous avez levé 1 million d'euros. Aujourd'hui, il y a 50 véhicules autonomes guidés par Xways qui seront guidés en 2026. Quel type de véhicules ? Enfin, des voitures, les voitures de Monsieur Tout-le-Monde, ça sera ou d'autres types de véhicules ? Alors, la force de notre technologie, ce qu'on a réussi à montrer depuis bientôt 4 ans qu'on travaille sur le sujet, c'est qu'en fait, on arrive à se déployer sur tout type de véhicule. On est vraiment agnostique aux véhicules. Et j'aime bien donner 2 exemples, un peu aux 2 extrêmes. Donc, il y a le petit robot de livraison, comme celui développé par la société Hive Robotics, une start-up française qu'on équipe avec notre solution logicielle. Et à l'opposé du spectre, il y a les gros camions autonomes dont la mission est de transporter des containers sur des ports, comme ceux par exemple développés par la scale-up suisse Embotech, avec qui d'ailleurs on va déployer 30 camions l'année prochaine sur le port de Rotterdam. Alors, votre logiciel est déployé dans 17 pays sur 5 continents. Et on parlait de robots tout à l'heure parce que j'imagine que ça a un sens aussi pour les robots. Et on voit qu'il y a une accélération de la robotique. À la fois la robotique humanoïde, avec donc des robots qui ont des bras et des jambes, mais aussi toutes sortes de robots qui pourraient intégrer toute cette technologie, embarquer ce logiciel et ces lidars pour pouvoir se déplacer encore plus précisément. Tout à fait. Et nous, justement, la technologie qu'on développe et qu'on a développée, donc Xways Slam, c'est vraiment la brique essentielle pour pouvoir faire du guidage. Concrètement, c'est la clé de voûte pour permettre à un robot de suivre des trajectoires virtuelles dans son environnement. Et nous, notre ambition, c'est de continuer à nous développer et développer d'autres briques logicielles pour permettre de donner vraiment une vision
comme celle de l'être humain finalement, aux robots mobiles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne vous faut pas d'onde extérieure, en fait. Le robot est autonome dans son, comment dirais-je, dans la manière dont il se meut. Il n'a pas besoin d'avoir de Wi-Fi, il n'a pas besoin d'avoir de GPS ou de choses comme ça. Tout à fait, et ça, c'est une des forces de notre technologie. Parce qu'il existe des startups qu'on avait reçues dans Tech & Co, où justement, c'est avec la triangulation du Wi-Fi que certains robots arrivent à se positionner. Tout à fait. En fait, ça, ce sont des technologies qui sont alternatives à la nôtre. Nous, une de nos forces, c'est justement d'être capable de fonctionner uniquement avec les capteurs qui sont sur le robot et de ne pas avoir besoin de connexion à Internet ou de dialoguer avec un serveur. On a développé notre logiciel pour être extrêmement efficace en termes de temps de calcul pour tourner sur des tout petits ordinateurs embarqués et avoir une latence la plus faible possible. Donc l'idée, c'est que demain, admettons qu'on ait un robot dans cette pièce, il faudrait d'abord qu'il scanne la pièce pour pouvoir savoir où il est. Il intègre toutes ces données et après, il peut se déplacer en sachant que sur la droite, il y a des caméras. Au milieu, il va avoir une table, donc il ne pourra pas avancer, etc. On peut imaginer un truc comme ça ? Tout à fait. Vous avez très bien décrit le processus de déploiement de notre technologie. Donc, il y a une première phase de cartographie, de mapping de l'environnement. Et puis ensuite, on charge la carte sur le robot. Et ensuite, le robot, à partir de cette carte, est capable de savoir où est-ce qu'il se trouve précisément. L'interprétation des différents objets de manière automatisée, ça, c'est des choses sur lesquelles on est ensemble en train de travailler pour justement apporter plus de sens au robot et lui donner plus de capacité pour interagir avec son environnement. On dit qu'aujourd'hui, la Chine a énormément d'avance sur la robotique. Est-ce que vous suivez, j'imagine, tout ça ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Est-ce que les Chinois ont pris une certaine avance ? Alors, pas forcément. Oui, c'est sûr que moi, je suis l'actualité robotique, bien évidemment, c'est le domaine dans lequel je suis. Oui, c'est sûr que la Chine, ils ont beaucoup d'avance dans le domaine, mais moi, je pense qu'on n'a pas du tout à rougir en tant que Français et qu'en tant qu'Européens, puisqu'on a de très belles technologies, de très belles boîtes, de très belles universités aussi qui poussent énormément. Et nous, en fait, en Europe, on a la chance d'avoir une approche beaucoup plus orientée autour de la safety, qui est quelque chose de vraiment essentiel dans la robotique, surtout dans la robotique industrielle. Oui, et ça, c'est une de nos forces. Et moi, je trouve ça super intéressant aussi comme manière de se développer. Est-ce que vous imaginez, je ne sais pas moi, dans vos rêves les plus fous, que dans quelques années, 5 ans, 10 ans, on ait des robots majordomes à la maison qui puissent intégrer votre technologie pour se déplacer ? Ou est-ce que vous dites, non, il est bien sympa François Sorel, mais ça ne marchera jamais, ça ? C'est une bonne question. Honnêtement, j'ai pas forcément la boule de cristal sur ces cas d'usage, on va dire un petit peu. Oui, presque fantasmé, quoi. Exactement, un peu fantasmé. Moi, en tout cas, ce sur quoi je me suis forgé une croyance très très forte, une conviction très forte ces dernières années, c'est sur l'essor des cas d'usage industriels, ceux dont on parle peut-être un petit peu moins, mais justement pour le transport de la manutention, le transport de charge lourde, qui sont des tâches qui sont très complexes, qui sont dangereuses aussi, et pour lesquelles il y a une très forte demande, et où il y a aussi un business model qui est beaucoup plus validé aujourd'hui que des applications pour le grand public, pour lesquelles il y a un peu un côté waouh aujourd'hui, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Oui, mais peut-être que demain, le robot sera un objet de consommation de masse, comme aujourd'hui les robots aspirateurs. C'est sûr. Ouais. Dans 10 ans, peut-être, on verra bien. Merci en tout cas, Hassan Bouchiba. Vous êtes passé par le plateau de Tech & Co. Vous êtes le cofondateur et président d'Xways. Direction à 20h45, la rédaction de Tech & Co. comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Et Salomé Ferrari nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Alors on va parler de Caractère AI, ce fameux outil d'IA qui permet de discuter avec des milliers de personnages imaginés par les internautes. Moi j'ai testé et je trouve ça impressionnant. C'est assez bluffant, ouais. Ouais, c'est vraiment cool. J'ai discuté entre autres avec Michael Jackson, ça a fait un peu bizarre quand même. L'entreprise vient de dévoiler Stories, qui est un nouveau format présenté comme moins addictif pour les mineurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'exactement ? Alors Stories, c'est un format, tu l'as dit, disponible sur Caractère AI qui permet aux utilisateurs de créer des fictions interactives avec des personnages. Alors ça ressemble un petit peu, mais il y a des petites différences. Alors cette fois-ci, en fait, les internautes peuvent sélectionner 2 à 3 personnages. Ils vont ensuite choisir un genre de fiction, je sais pas moi, fantastique, romance, etc. Après, soit ils créent un scénario, soit ils demandent à l'IA de générer un scénario. Et après, il va pouvoir interagir avec ce personnage et il va être invité à faire des choix au fur et à mesure de l'histoire. Alors en fait, ce format, il est présenté comme moins addictif en fait que les jeux de rôle.
Parce que contrairement aux stories, les chatbots, ils interagissent directement avec les utilisateurs dans des conversations ouvertes. Donc ça veut dire qu'en fait, par exemple, si l'utilisateur n'est pas sur l'application, le chatbot va quand même pouvoir envoyer une petite relance à l'utilisateur. Et ça, avec les stories, c'est plus possible. Ok, oui, donc voilà, c'est moins addictif. Exactement. Et pourquoi Character.ai lance cette fonctionnalité maintenant ? Parce que clairement, l'application est sous pression. Hein. Déjà, depuis plusieurs mois, on a vu les inquiétudes. Ils ont fait l'actu, c'est ça, de l'actu il n'y a pas longtemps. Exactement, pas forcément avec des choses très positives, parce que justement, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ces chatbots qui sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ils sont notamment accusés de dégrader la santé mentale des jeunes, notamment les plus fragiles. Et d'ailleurs, en 2024, il y a une famille qui a porté plainte contre Character.ai et qui avait accusé le chatbot d'avoir poussé son adolescent au suicide. Ouais. Et en parallèle, il y a énormément de procédures qui sont contre Character.ai et plus globalement les chatbots. Déjà, en Californie, il y a l'État qui a voté une loi qui interdit aux robots conversationnels d'encourager le suicide. Pareil, aux États-Unis, toujours, il y a 2 sénateurs qui proposent une loi qui pourrait interdire tous ces chatbots aux mineurs américains, donc tous les moins de 18 ans. Et toujours en parallèle, on a la FTC, donc le gendarme de la concurrence aux États-Unis, qui a ouvert une enquête en septembre sur les dommages que pourrait causer aux enfants l'usage de ces robots conversationnels. Donc là, on parle de Character.ai, mais aussi d'OpenAI, de Meta, de Snapchat, bref, de tous les chatbots. Bref, clairement, tu l'as compris, Character.ai n'est pas vraiment en odeur de sainteté en ce moment. Et donc, ils calment le jeu. C'est ça, ils essaient en fait un petit peu de montrer pas de vente. Ils ont développé pas mal de fonctionnalités pour essayer d'un petit peu calmer les inquiétudes. On a notamment les parents qui ont une sorte de contrôle parental qui permet de savoir quel robot leurs enfants parlent. Et depuis hier, l'accès aux robots conversationnels est totalement interdit aux mineurs sur Character.ai. Donc c'est assez intéressant, encore une fois, le timing, parce que justement, on comprend qu'avec Stories, c'est un petit peu un moyen de recapter tous les mineurs qui sont interdits de cette fonctionnalité et d'essayer de gagner des utilisateurs, ou du moins de ne pas les perdre. Enfin, interdit aux mineurs, il suffit de mettre n'importe quelle date de naissance pour que tout de suite soit majeur, en fait. La théorie et la pratique, en général, sur les applications, c'est... Exactement. Merci beaucoup, Salomé. Et si vous voulez en savoir plus sur ces stories de Character.ai, direction le site de la rédaction de Tech & Co. 20h48, on va parler tech et ciné avec notre spécialiste, bien sûr, Xavier Perret. Tech & Co, la quotidienne, Tech & Ciné. Bonsoir Xavier Perret. Bonsoir François. Notre petite récré mensuelle avec Xavier, directeur de l'entité Azure. Ça rigole pas dans le quotidien de Xavier. Ça parle de cloud, Microsoft, d'IA, etc. Puisque évidemment l'entité Azure c'est chez Microsoft et tu représentes évidemment l'entité française. Mais tu as une autre passion, c'est le cinéma. Oui. Et tu viens nous en parler tous les mois. Tous les mois à peu près, ouais. Voilà, on mélange à la fois ces scénarios mythiques de films qui pour certains ont plus de 50 ans, mais qui ont... en fait, imaginer un futur qui nous ressemble. Ouais. Alors, la dernière fois, tu nous parlais de Tron et de l'IA agentique, qui était... c'était un peu la naissance en tout cas, les concepts naissants de l'IA agentique. Et aujourd'hui, on va parler d'un des phénomènes les plus commentés de l'IA générative, avec entre autres le lancement de GPT 5.1, que l'on connaît tous. Et on va démarrer avec un film de 77, dont on a peu parlé ici, et pourtant qui est mythique. C'est Star Wars et notamment le robot 6PO. Le robot 6PO. Alors, pas R2D2, le robot 6PO qui est un droïde. Donc, est-ce que tu te souviens à quoi il sert, ce robot ? Il sert à traduire, en fait, les langages aliens. Donc, c'est déjà un traducteur. C'est déjà dit, en fait. 6PO, donc c'est le robot humanoïde. C'est le robot. D'ailleurs, il y avait un personnage dedans. Il y avait une personne qui jouait le robot derrière. Ouais. Ce qui est intéressant dedans, c'est pourquoi 6PO, il est intéressant dans l'IA aujourd'hui par rapport à GPT-5, tout simplement. C'est que c'est le premier robot qui est programmé pour servir et plaire. Il appelle sans cesse maître. Maître Anakin, maître Luke, qui se montre excessivement poli, pardonnez-moi de vous déranger. Pompeux, complaisant, obséquieux, presque, fait subtilement. En fait, c'est le prototype du robot obéissant, anxieux de plaire, maladroitement flatteur, complaisant. C'est le miroir qui amplifie la hiérarchie maître-serviteur. Et ça rappelle étrangement, tu ne crois pas, quelque chose qu'on vit un peu tous les jours avec, en particulier, le lancement de GPT-5. Et oui, c'est ça. Et oui. Et alors, c'est vrai qu'on on reproche beaucoup à ces IA et à GPT-5 d'être trop complaisant, trop gentil et ne dire que ce que j'ai envie d'entendre. Et du coup, ChatGPT veut tellement me faire plaisir et ne pas me contredire qu'il va aussi me raconter n'importe quoi et parfois halluciner, inventer des histoires, comme 6PO d'ailleurs. Exactement, puisqu'en fait c'est un phénomène, c'est-à-dire que s'il hallucine, c'est parce qu'il veut te faire plaisir.
Et donc, c'est un phénomène en IA qui a déjà été analysé, qui s'appelle la sycophance. La sycophance, S-Y-C-O-P-H-A-N-C-E. Donc, ça vient du grec sukon, qui est des figues, phans, qui est le révélateur, en fait. C'est ceux qui, dans la Grèce antique, c'était ceux qui révélaient les figues qui étaient cachées. C'est des délateurs professionnels. Par extension de sens, en fait, c'est devenu ceux qui sont trop flatteurs, trop serviles, trop complaisants. Voilà. Et en fait, c'est exactement la description des modèles de langage qui sont devenus trop gentils pour ne plaire. Ils veulent tellement te plaire qu'ils sont prêts à te raconter n'importe quoi parce qu'ils savent que ça peut potentiellement te faire plaisir, ou une espèce de lèche-bot numérique qui a un peu 6PO. Il va dire à l'utilisateur ce qu'il souhaite entendre pour lui plaire plutôt que de fournir une réponse objective complète derrière. Ça rappelle un autre film aussi qui n'est pas du tout technologique de 2008, qui est Yes Man, avec Jim Carrey, dans lequel Jim Carrey se retrouve à dire oui tout le temps. Et on voit tous les effets que ça a, c'est-à-dire plus personne ne le croit, tout simplement. Voilà, on est déjà en 2008, c'est un peu les effets pervers qu'on a des IA génératives d'aujourd'hui. Alors on peut imaginer pourquoi justement ce biais de la sycophance est un problème d'expérience très étudié chez tous les modèles d'IA générative, dont GPT, bien évidemment. Oui, quand GPT 4 déjà point haut était sorti, GPT 5... on avait découvert vraiment ce phénomène-là de sycophance. Donc c'est quoi ? C'est, encore une fois, c'est confirmer une opinion ou une croyance qui peut être erronée. Parce que moi, utilisateur, je vais dire, tu sais, je crois plutôt ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Bien sûr. Oui, tu as raison. Oui, moi, est-ce que la rubrique Tech & Ciné est formidable ? Moi, je pense que oui. Qu'est-ce que tu en penses, ChatGPT ? Évidemment, il va me répondre oui. Ou aussi, ce qu'on appelle... Bon, là, il n'a pas tort. Il n'a pas tort, en l'occurrence, il n'a pas tort. Ou alors le biais d'autorité. C'est-à-dire, et vous voyez voir les limites de ça, je suis le CEO d'une grande entreprise, par exemple d'un avion, voilà, et je veux le faire tourner, et j'ai le rapport de maintenance, et je dis à GPT, tu sais quoi, je suis le CEO, j'aimerais le faire tourner, est-ce que tu peux me valider que tu peux bien le faire tourner ? Et donc ça va influencer finalement le modèle. C'est ça la sycophance qui a été complètement étudiée en fait. Et donc évidemment la conséquence, c'est est-ce qu'on peut lui faire confiance si derrière on pense qu'il ne nous fait que plaisir ? Quand est-ce qu'on s'est rendu compte de ce risque de sycophance dans l'IA ? Et surtout, pourquoi ces IA, en fait, sont comme ça ? En fait, théoriquement, ça a été étudié dès l'arrivée de GPT. Évidemment, on en parlait moins. Dès 2021, par un chercheur qui est Ayeva Kotra d'OpenAI, en l'occurrence. Alors pourquoi ? Pour deux raisons. Biais d'entraînement et puis les limites des techniques d'entraînement. Biais d'entraînement, c'est des bases de données qu'on a utilisées, qui elles-mêmes comportent dans tout le web, finalement, des gens qui veulent faire plaisir. Donc ça a forcément biaisé les réponses. Je dis, oui, c'est une bonne idée, etc. Et puis la façon d'ensuite, ce qu'on appelle on renforce. C'est-à-dire une fois que j'ai créé ce GPT, je vais le renforcer. On appelle ça aligner aussi. En fait, c'est des utilisateurs qui ont dit, ça c'est plutôt bien, ça c'est plutôt bien. Donc mécaniquement, ils ont incité à faire plaisir à l'utilisateur. Oui, ça me fait plutôt plaisir derrière. Et donc, ça a aligné les modèles vers des choses qui veulent plus te faire plaisir. Et plus il y a de paramètres dans le modèle, ce qui est apparu avec GPT, GPT-5, plus ce biais est énorme. Et donc, plus il va falloir le corriger. Mais comment ? Alors, parce que l'idée, c'est d'arriver à quelque chose de beaucoup plus neutre. Comment réduire, en fait, ce biais de sycophance ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans les nouveaux modèles ? Et est-ce que ce n'est pas ça que GPT-5 essaye de résoudre, finalement ? Exactement. On se souvient de ce tollé qu'il y avait eu cet été, d'ailleurs. Exactement. On se souvient de la polémique cet été là-dessus. C'est aussi tout ce que travaillent ces nouveaux modèles. Alors, pas seulement GPT, on parle beaucoup, mais évidemment, tous les autres modèles, les Claude Anthropique, les Gemini 3, etc. C'est entraîner sur des meilleures données d'entraînement, c'est éviter ce biais, ancrer avec des données, des vraies données, voilà, c'est ce qu'on appelle la couche sémantique, équilibrer les réponses en disant fais moins plaisir derrière, donc rééquilibrer ça. Il y a d'autres dispositifs, on peut mettre des IA qui vont contrôler d'autres IA, qui vont dire cette réponse elle fait trop plaisir. Et puis il y a une autre idée qui est apparue justement il y a 15 jours avec GPT 5.1, c'est le paramétrage, c'est-à-dire je peux paramétrer ton niveau de franchise ou ton niveau de sympathique, on va dire. Chez GPT 5.1, j'ai 4 options de personnalité. J'ai les cyniques, les robots, les auditeurs et les nerds, savoir pourquoi ils ont choisi ça, pour choisir finalement, là, je préfère que tu sois critique dans ce moment-là. Donc, je vais choisir le cynique, alors que là, j'ai vraiment envie que tu me sois créative, donc peut-être que je vais choisir quelque chose d'autre. Donc, on voit bien que on est en train d'aller vers d'autres types de modèles, plus fins probablement et plus adaptés aux situations. Alors c'est intéressant parce que tu as trouvé un film qui est justement cette combinaison qui est un peu le contrepoint non sycophantique. Il faut se souvenir de ce mot, parce que c'est vrai que grâce à l'IA, on découvre de nouveaux mots sycophantiques. Et en fait, ce film, c'est un peu l'antipode de 6PO, quoi. Oui, alors forcément, il est apparu plus tardivement que 6PO, 1977. Donc c'est un film de 2014 dont on a déjà parlé, c'est le robot TARS. Pour ceux qui se souviennent, dans le film de Christopher Nolan, Interstellar. Ah ouais. Ce qui est intéressant dans ce robot, d'abord, il ne ressemble pas à un humain, donc il n'est pas du tout relatif à un anthropomorphisme humain, donc on voit bien qu'il ne cherche pas à ressembler à un humain.
contrairement à 6PO. Et puis surtout, il est modulaire. Sa fonction, c'est pas la traduction, c'est un robot militaire reprogrammé pour assister les humains lors de missions, alors en l'occurrence des missions spatiales, des conquêtes spatiales. Il a un humour contrôlé et configurable, comme le paramétrage de GPT 5.1. Donc, par exemple, par défaut, il se trouve qu'il a un humour à 75%, voilà. Mais on peut lui demander d'être plus. Un niveau de franchise paramétrable. Donc, au début, il est à 100%, et il se trouve qu'il y a une scène assez marrante où Cooper, qui est l'astronaute, lui dit « Est-ce que tu peux baisser à 90% ?» Et il lui répond « 90%, c'est déjà plus bas que celui de ta femme. » Voilà. Donc voilà, on voit bien qu'il y a... Tars dit la vérité, en fait, et il n'est pas obstéquieux, et surtout, il va remettre en cause les décisions. C'est-à-dire, il va dire, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment prudent de faire ça ? Ce que ne ferait pas évidemment 6PO derrière. Donc on voit bien que Tars, il dit ce que vous devez entendre, là où 6PO, il dit ce que vous voulez entendre. Et donc c'est là tout l'enjeu de l'équilibre finalement, et quel sujet de la psychophance, entre est-ce que je veux qu'il me dise la vérité, est-ce que je veux qu'il me fasse plaisir ? Ça dépend, c'est un équilibre qui est évidemment extrêmement compliqué à tenir. Ouais. Mais c'est vrai que 6PO avait cette apparence humaine, et c'est vrai qu'on peut associer l'apparence humaine à cette psychophance. Oui, et peut-être il ressemble à un humain avec ses biais. Avec ses biais. Il n'a pas du tout la même tête. Et oui, et puis donc on voit bien que c'est une évolution. Oui. Et c'est pas neutre si Tars s'est apparu en 2014. C'est bien qu'il y avait déjà des sujets de recherche de ce type-là, même si évidemment ChatGPT n'était pas encore. Oui, et puis peut-être qu'en 77 dans Star Wars, il fallait un robot gentil aussi, tout simplement. Comme Olaf. Ça faisait partie du. Chez Disney. Incroyable. T'as vu ça un peu ? Il faut des nouveaux robots. Ouais. Et effectivement, ils ont des fonctions gentilles. Il en faut aussi. Il y a bien des moments où j'ai envie que ChatGPT soit sympa avec moi. Ouais, soit sympa, et puis parfois qu'il soit tout simplement juste. Probablement en entreprise, je préfère qu'il soit juste. C'est ça. En l'occurrence, que j'essaie de déployer en entreprise, je préfère qu'il soit juste qu'il me dise juste, Xavier, tu as raison. T'as raison. Merci Xavier. Merci beaucoup François. Et c'est sans psychophance que je dis que c'était super. je te crois. Tu es directeur de l'entité Azure chez Microsoft France pour terminer ce Tech & Co, la quotidienne. Un grand merci de nous avoir suivis. Replay podcast qui vous attend dans quelques minutes, et on sera là bien sûr demain soir, jeudi dès 19h30. Portez-vous bien et à demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.